Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes très nombreuses et nombreux pour ce débat sur un sujet émergent. Donc, on ne savait pas trop si la salle allait être au rendez-vous avec les autres débats tout aussi passionnants. Donc, on est ravis. Surtout pour une table ronde 100% féminine. Yes. Donc, voilà. Comme quoi... On est sur les sujets d'avenir. C'est pas encore émergent. Bon, normalement, quand ça prendra 100% 100% de l'espace public, ils seront là. Mais bon, en attendant, on trace notre chemin. Bien. Donc, une IA de gauche est-elle possible? Vaste question. Évidemment, qu'on va tenter d'explorer, mais comme tout sujet émergent, on en aura certainement de toute manière pas fait le tour d'ici dans les 1h15, 1h20 de notre échange. Je vous proposerai bien sûr un échange avec la salle quand mes intervenantes auront fait une introduction chacune pour pouvoir échanger sur un sujet qui reste pour beaucoup encore à explorer pour bien le comprendre. Les enjeux, évidemment, sont absolument multiples, extrêmement immenses de ces nouveaux outils, de ces nouveaux types de programmes informatiques, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom, nouveaux types de programmes informatiques beaucoup plus puissants et en plus pour lesquels les grandes firmes de technologie essayent d'humaniser, parce que on parle souvent, le fait de parler d'intelligence, le fait aussi souvent de nommer ces programmes, de leur donner un petit nom, et là on va plus loin aussi dans l'IA générative, de permettre de les doter entre mille guillemets d'une personnalité. Il y a toute une tentative comme ça de rendre quelque part un peu très humain, donc très quotidien et à la fois très très magique, une réalité qui est pourtant très très rationnelle et qui s'appuie sur un traitement de très grand nombre de données de manière à adresser des probabilités, à proposer des réponses sur le fait de faire échoir des probabilités du traitement très rapide d'un très 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 grand nombre de données. Donc, faut quand même qu'on se dise ça parce que c'est important aussi d'avoir en tête que c'est pas de la magie, c'est pas des espèces d'humanoïdes qui vont prendre notre place. Non, c'est une nouvelle forme de programme informatique qu'on peut très certainement utiliser et concevoir de manière éthique et de manière de gauche et de manière écologiste. Les enjeux de régulation et de souveraineté. Collecte de données, propriété intellectuelle, l'utilisation évidemment éthique ou pas de ces outils. On pense aux libertés publiques, on pense aussi aux utilisations dans le domaine de la défense et de la guerre. Les enjeux énergétiques, on y reviendra. Les enjeux sur le travail, on y reviendra aussi. Les enjeux, bien sûr, sur les possibilités de manipulation et une forme d'industrialisation des tentatives de manipulation et d'ingérence. Les enjeux sur l'information et les risques que ça fait courir sur la démocratie. Les enjeux de santé publique aussi. Quand je parlais des formes très humanisées, on voit que aujourd'hui les IA génératives aux États-Unis, la première forme d'utilisation, c'est la conversation comme si on avait un nouveau copain. Donc, bien sûr, ces enjeux sont extrêmement vastes. Ils vont bouleverser dans les années à venir nos quotidiens. Ils le font déjà. Donc, comment anticiper tout cela parce que c'est pas encore non plus le déferlement. Le déferlement on n'a pas encore produit tous ses effets. Donc, nous avons 3 invités d'immense qualité pour nous aider à débroussailler tout ça, avec évidemment vos interventions également. Donc, Laurence Allard, tu es maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'Université de Lille et chercheuse à l'IRCAV, spécialisée sur les usages sociaux du numérique et en particulier du smartphone. Tu as participé à un ouvrage qui s'appelle « Décoloniser l'écologie du numérique », coécrit, je crois, avec un co-auteur, en 2024. Et donc, qui notamment s'interrogeait sur une empreinte écologique du numérique. Donc, une IA de gauche est-elle possible? Mais une IA de gauche et écolo est-elle possible? Alors, bonjour, merci de cette invitation et de cette question très stimulante que j'ai posée à plein de collègues avec lesquels je travaille. Et on dit, quelle belle question. Donc, l'IA de gauche,
On pourrait la définir justement comme cette IA qui est vécue et expériencée dès à présent par tout un ensemble de peuples ou d'habitants qui sont impactés en fait par les conditions même de production, d'existence de l'IA et puis les effets. Donc l'IA de gauche, c'est vraiment l'envers de cette IA de droite libertarienne qu'on vous raconte, dont on vous explique qu'elle va changer votre vie, changer le travail, vous remplacer, se substituer à votre copain, votre amoureux, etc. Donc cette IA qui vous est racontée comme une boîte noire, et en fait il y a tout un ensemble aujourd'hui d'habitants, de peuples qui vraiment expérimentent ce que fait l'IA dans leur vie, dans leur quartier, et ce sont tous ceux qui sont par exemple victimes de l'extractivisme minier, puisqu'il faut énormément de ressources matérielles pour fabriquer tous les terminaux, énormément de ressources énergétiques pour les faire fonctionner, pour faire fonctionner les data centers et les centres de calcul. Donc il y a toute une empreinte matérielle qui pose des questions de justice environnementale. Il y a tout un ensemble aujourd'hui de questions également d'accaparement foncier des data centers, puisque le terme de data center devient plus ou moins juste, puisque ce sont plutôt des centres de calcul aujourd'hui, puisque c'est du calcul, du traitement de données. Et donc, il y a de l'accaparement foncier aujourd'hui. Il y a des conflits d'usage de l'énergie qui existent en France, mais c'est le cas à Marseille. Et donc là, vous avez des habitants des quartiers nord qui sont pas forcément... qui n'étaient pas forcément déjà technocritiques, mais qui n'avaient pas beaucoup forcément de connaissances vis-à-vis des questions d'IA, mais qui vivent aujourd'hui des questions simplement d'accès à l'électricité, puisque les postes sources sont accaparés par des entreprises comme Digital Réalité à Marseille. Donc cette IA de gauche, c'est l'IA qui est vraiment enquêtée dans une boîte noire qui s'ouvre, dont on essaye de comprendre un peu les conditions matérielles d'existence et les effets sur la vie quotidienne, notamment dans les questions d'accès à l'énergie. Donc c'est une autre IA, c'est l'autre face de l'IA, et qui est la face vécue et pas la face racontée ou marketée que l'on nous présente tous les jours dans les médias. Je peux développer plus, mais je sais pas. On va faire un peu de... Oui, voilà. Et je vais passer la parole ensuite à Émilie Agnew, qui est cofondatrice du think tank Le Sens du service public, experte associée à la Fondation Jean Jaurès, autrice, mais je vois que tu l'as, donc tu peux le montrer, de Puissance publique contre les démolisseurs d'État aux éditions L'Aube, Fondation Jean Jaurès. Et tu as participé, coordonné à l'écriture d'un rapport pour la Fondation Jean Jaurès, Le service public à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Donc, vaste question par rapport à ce service public qui est si cher à nos cœurs. Et donc, je crois que vous avez formulé une quinzaine de propositions. Et donc, certainement, ce sera l'occasion pour toi de nous les présenter tout parti. Et merci d'être là. Merci Sophie. Bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, je suis fonctionnaire territorial et moi, j'ai une obsession dans la vie. C'est la question de la puissance publique. Et donc, bien évidemment, quand on s'intéresse aux questions de puissance publique, on s'intéresse aux acteurs qui sont les principaux leviers de transformation économique et sociale, et l'intelligence artificielle qui est essentiellement aujourd'hui entre les mains d'acteurs privés à but lucratif. Bien évidemment, elle vient questionner la place de la puissance publique dans notre pacte social et du coup la maîtrise démocratique de ces outils, des valeurs, des représentations, des modes de consommation, de production, des comportements individuels et collectifs. Et la question qui nous est posée, une intelligence artificielle de gauche est-elle possible? Elle pose la question de la neutralité de la technologie. Alors c'est intéressant parce que sur les réseaux sociaux, quand vous avez annoncé cette table ronde, il y a des gens qui sont venus dire mais non, mais une IA, elle ne doit être ni de gauche ni de droite. Alors nous, forcément, à gauche, ça nous interpelle ce genre de réponse, parce que il y a deux possibilités quand vous dites ça. C'est soit que vous êtes naïf et donc que vous n'avez pas vraiment compris les enjeux qu'il y avait derrière le sujet, soit que vous êtes de droite. Donc, mais l'un ou l'autre, c'est quand même extrêmement problématique parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de politiser la question de la technologie, du numérique et de l'intelligence artificielle. Et a fortiori, quand on parle de l'intelligence artificielle générative qui génère beaucoup de fantasmes. On a d'ailleurs un ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian, qui pensait qu'on pouvait supprimer des fonctionnaires et les remplacer par des intelligences artificielles. Donc, c'est dire les choix politiques de société qu'il y a derrière l'utilisation de ces technologies. Donc, c'est important que la gauche s'en empare. Et
je suis plutôt enthousiaste à l'idée de voir qu'aujourd'hui, il y a du monde qui est intéressé par ces questions. Mais quand on parle de l'intelligence artificielle appropriée par le politique, il faut éviter 2 écueils. Alors, il faut éviter l'écueil de l'optimisme béat, du technosolutionnisme en pensant que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes économiques et sociaux. Généralement, à gauche, on est plutôt préservé de cet écueil-là. Mais il y a un autre écueil qui serait l'écueil de la défiance, du déni, de la frilosité par rapport à l'utilisation de ces technologies alors qu'elles ont envahi nos vies personnelles et nos smartphones, notamment via l'intelligence artificielle générative. Et on n'a pas du tout le même rapport à titre privé aux outils d'intelligence artificielle où librement on consent, y compris aujourd'hui, à donner des données biométriques sur notre téléphone portable, et par rapport à la puissance publique où se pose la question de la confiance et d'une certaine forme de réticence aussi citoyenne à donner parfois un certain nombre de données ou à aller vers des dispositifs de type reconnaissance faciale. Et donc ça pose véritablement la question de du rapport aussi, de la relation de service public, et donc aussi ça nous rappelle un peu les écueils qu'on a connus avec la dématérialisation. C'est-à-dire que d'un côté, ça améliore l'efficacité, l'accessibilité pour un certain nombre de personnes, mais de l'autre, ça éloigne, ça déshumanise, ça désincarne l'État, la puissance publique, et ça désagrège aussi une partie du lien social. Avec le risque, bien évidemment, d'une société véritablement de type kafkaïenne. Une société kafkaïenne, c'est pas une société complexe, c'est une société dans laquelle les codes, le code, les normes, les institutions ne sont plus traduisibles, ne sont plus accessibles. Et donc c'est là où véritablement, pour le coup, la comparaison avec Kafka, qu'on fait souvent pour dénoncer la complexité administrative, elle se pose complètement. Parce que là, la question qui se pose fondamentalement, c'est qui détermine le monde d'aujourd'hui et de demain. Or, aujourd'hui, on a des systèmes d'IA qui sont essentiellement fournis par des acteurs privés à but lucratif dans un système capitaliste qui est à fond sur ce logiciel. Il faut être toujours plus efficace, toujours plus productif, au risque, bien évidemment, des inégalités, puisqu'on sait que ces outils-là comportent de nombreux biais sexistes, racistes, classistes, validistes, territoriaux, et qu'ils peuvent industrialiser à grande échelle les inégalités. Il y a une chercheuse qui s'appelle Virginia Eubanks qui a travaillé là-dessus aux États-Unis, mais on a déjà des retours d'expérience en France, alors avec le logiciel de la CAF, bien évidemment, avec l'algorithme bien évidemment Parcoursup, qui bien évidemment génère aussi une acceptabilité sociale relativement modérée, parce qu'il y a un problème de transparence, d'accès à l'information, et parce que surtout derrière il y a des choix politiques. C'est-à-dire que la technique, elle se met au service d'orientation politique. Et donc la première question qu'il faut se poser, c'est en utilisant la technologie, quels objectifs politiques on veut poursuivre. Dans le rapport qu'on a fait avec la Fondation Jean Jaurès, on a exploré de manière transversale la problématique, mais on a essayé de l'appliquer à la santé et à l'éducation. La question, elle est pas uniquement de savoir si on utilise l'intelligence artificielle. On va y venir, on va l'utiliser. La question, c'est pourquoi faire ? Est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle à l'école pour apprendre aux enfants à s'en servir et à être toujours plus performants ? Ou est-ce qu'on apprend aux enfants à s'en passer ? Ou alors à exercer leur esprit critique, à hiérarchiser l'information, à développer tout un tas de compétences et à savoir reprendre du pouvoir par rapport à la machine. Et ça, bien évidemment, ça dessine des projets politiques extrêmement différents. Et d'ailleurs, moi, j'ai demandé à ChatGPT, une intelligence artificielle de gauche est-elle possible ? Eh bien, ChatGPT, il dit que oui, c'est possible. Mais que, en fait, ce sont des choix politiques et que ça va pas être si simple parce qu'on est sur des rapports de force qui aujourd'hui sont extrêmement déséquilibrés. Pourquoi ? Parce qu'on a affaibli la puissance publique, l'ensemble des leviers de la puissance publique que sont la norme, les dépenses, les impôts, les agents et les services publics. Et en même temps, l'intelligence artificielle, elle donne un nouvel outil à la puissance publique qui est la donnée. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait de la donnée publique. Est-ce qu'on accepte de la donner à ces acteurs privés pour qu'ils la commercialisent ? Ou est-ce qu'il faut qu'on préserve cette donnée publique ? C'est une obligation légale. Mais aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un certain nombre de préconisations pour garder la souveraineté sur la donnée publique et produire de la donnée de qualité. Et savoir aussi comment on gouverne nos sociétés, comment l'État, les collectivités locales, les hôpitaux, ils utilisent cette donnée.
parce qu'on peut l'utiliser dans tout un tas d'objectifs. On peut l'utiliser pour renforcer l'accès aux services publics, mais encore faut-il savoir comment on a paramétré l'algorithme, sur la base de quels critères. Ces critères sont des traductions, bien évidemment, d'orientation politique. Et on le voit, par exemple, Emmanuel Macron nous a dit c'est super, grâce à la technologie, on va pouvoir faire la solidarité à la source. Alors, la solidarité à la source, ça consiste à ouvrir les droits aux bénéficiaires de manière automatique pour qu'il n'ait pas de démarche à faire. Bon, si on achoppe sur ce dispositif-là, c'est qu'on se rend compte que si on le met en œuvre, finalement, ça va coûter cher aux finances publiques parce qu'aujourd'hui, on organise le non-accès à un certain nombre de droits. Et donc, vous voyez bien qu'avec la technique, on peut faire plein de choses, mais il faut que derrière, il y ait de la volonté politique et qu'on sache pourquoi on veut mobiliser et surtout qu'on soit en capacité de gérer les impacts. Donc, c'est nécessaire de pouvoir encadrer ce développement de l'IA et de développer, moi j'aime beaucoup le concept de maîtrise publique, qu'on fasse soi-même en tant qu'acteur public ou que ce soit des acteurs privés qui fassent. Il faut qu'on s'assure qu'on garde la maîtrise publique à travers les outils de la puissance publique. Alors ça passe, nous on propose qu'il y ait une obligation de formaliser des doctrines, des stratégies politiques avant de mobiliser l'intelligence artificielle dans les services publics, dans les administrations. Ça suppose une gouvernance démocratique, des études d'impact préalables sur les impacts sociaux, environnementaux, démocratiques, d'accès aux droits avant de déployer l'intelligence artificielle, de faire des audits citoyens, d'avoir une gouvernance démocratique. Vous avez des collectivités locales qui aujourd'hui ont mis en place des conventions citoyennes pour pouvoir réfléchir à un déploiement éthique de l'intelligence artificielle. Ça suppose de questionner la redistribution des gains de productivité aussi qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, qu'on mise sur des outils d'intelligence artificielle frugaux. Et donc qu'on soit aussi préoccupé par la dette écologique et pas uniquement par la dette budgétaire, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, quand on cherche à faire des économies budgétaires, on va vous présenter l'intelligence artificielle comme la solution miracle. Mais ça suppose aussi de repenser le positionnement de l'acteur public dans la société. C'est-à-dire qu'il faut que l'intervention publique, l'humain, il soit plus désirable que la machine. Et donc, ça suppose de remettre de l'interaction humaine. Ça suppose, moi, j'aime beaucoup travailler sur le concept de l'empathie institutionnelle, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'usager, parce que si on considère que nos services publics et que nos agents publics doivent se comporter comme des robots, finalement, on peut se dire que l'intelligence artificielle pourra faire le travail des agents publics ou des services publics. Mais si on se dit que la substantifique moelle du service public, c'est la relation humaine, l'intelligence humaine, émotionnelle, la gestion de la complexité, parce que l'intelligence artificielle, c'est des modèles probabilistes, statistiques. Donc, ils savent s'adapter à des situations standards, mais absolument pas à des situations très particulières. Or, aujourd'hui, on est dans ce que Pierre Rosanvallon appelle l'individualisme de singularité, où on veut avoir un service qui est adapté à nos besoins et où on a des vies qui sont de plus en plus compliquées. Et donc, on a besoin d'avoir cette médiation humaine. Moi, je pense qu'il faut aussi instaurer un droit à l'explication, un droit au choix aussi dans les modes d'interaction avec la puissance publique, c'est-à-dire permettre à chacun d'y avoir accès soit par le numérique, soit par le téléphone, soit par la présence humaine. Et ça, c'est des choix politiques qu'on peut inscrire dans des programmes sans forcément toujours passer d'ailleurs par la norme, qu'on peut choisir de mettre en œuvre dans le cadre des municipales qui auront lieu l'année prochaine. Je pense qu'il faut aussi apprendre à se passer du numérique. Moi, je suis assez pour avoir des espaces, des lieux 100% humains, zéro numérique. Il y a quelqu'un qui me disait hier, moi je préfère avoir des espaces sans numérique que des espaces sans enfants. Je crois qu'à gauche aussi, il faut qu'on puisse assumer ce type de choix politique assez fort. Et puis, moi, j'aime aussi beaucoup un concept qui s'appelle le concept des parcours attentionnés, c'est-à-dire comment on arrive à construire l'action publique en arrivant à se mettre à la place de l'autre pour justement véritablement mobiliser cette compétence humaine que la machine ne saura pas mettre en œuvre. Et puis aussi interdire certains usages de l'intelligence artificielle, notamment dans tout ce qui touche à l'accès et aux décisions individuelles, l'accès aux droits, l'accès à la priorisation pour les places en crèche, pour l'accès au logement social. Là aussi, on a des retours d'expérience dans d'autres pays où on voit que c'est une industrialisation à grande échelle de discrimination, d'inégalité. Donc ça, je crois que bien évidemment,
c'est une préoccupation que doit avoir la gauche et qu'elle doit inscrire rapidement. Alors, à la fois, aujourd'hui, on a des parlementaires avec nous, donc ils vont pouvoir porter ces propositions au Parlement, mais on aura aussi des échéances extrêmement importantes avec les élections municipales l'année prochaine. Et aujourd'hui, les collectivités locales, il y en a tout un tas qui sont en pointe là-dessus, qui ont mis en place des dispositifs, des doctrines, des stratégies, des expérimentations. Parce que je crois qu'à gauche, il faut aussi qu'on assume que l'intelligence artificielle, elle peut être utile. Par exemple, pour la transformation écologique, quand on peut lutter contre le gaspillage alimentaire, contre la déperdition d'eau dans les réseaux d'eau, et ben ça peut être des utilisations qui sont bien évidemment profitables, mais à condition d'y mettre des garde-fous, et notamment ce garde-fou qu'il y ait toujours la supervision humaine et la relation humaine qui soit au cœur de l'interaction de services publics. Merci beaucoup, Émilie, pour ces éléments d'éclairage. Je passe la parole maintenant à Danielle Simonet, députée de Paris, cofondatrice de l'Après, et qui, je pense, va nous donner tu as l'autre micro, qui a porté son éclairage sur cette IA de gauche. Alors, peut-elle vraiment être mise en œuvre? Est-il encore temps? Alors, déjà, ce que j'aime bien dans la question, c'est que si on se pose la question, est-ce qu'il peut y avoir une IA de gauche, c'est que déjà, on a compris que l'IA, là, elle était de droite. Non, mais faut se le dire. Donc, elle est de droite. Moi, je sais pas s'il y a une IA de gauche, mais déjà, je sais que celle-là, elle est de droite. Il faut comprendre aussi pourquoi. Alors, moi, je vais d'abord, en guise d'un peu d'intro, de dire comment moi, je suis tombée dans le sujet. Mais moi, j'ai sorti aussi un bouquin. Il ne reste plus que 5 exemplaires au stand de l'après. Genre, le point pub. Faites gaffe, quoi. Je dirais, il y en aura plus, quoi. C'était donc face à Uber, où je reviens à la fois sur toute la balade que j'ai pu partager avec nombre de travailleurs contre l'ubérisation, et puis qui revient vraiment sur toute la commission d'enquête parlementaire qu'on avait fait sur les Uber Files. Je dis ça parce que en fait, je me posais toujours la question, mais comment ça se fait que Uber se développe alors qu'en fait ils font pas tout de suite de profit sur leurs courses. Donc certes, on a bien compris qu'ils cherchent à avoir le monopole et à tuer les taxis. Voilà, c'est peut-être ça leur recherche business. Ils essayent de casser le code du travail en imposant une relation de tâcheronnage, relation commerciale entre le client et le travailleur. Est-ce que c'est ça? Donc l'objectif, c'est de casser le code du travail. Ça peut être un bon objectif pour des ultralibéraux. Bon, puis en fait, on se rend compte que l'objectif de captation de données et le poids finalement financier que représente la donnée est sans doute la première raison d'être. Et puis aussi la logique de levée de fonds de l'ensemble de ces startups est aussi une logique en soi dans le capitalisme financier. Donc moi je suis rentrée sur cette question de l'IA plus par ce biais-là au point de départ, avec en plus une certaine fascination pour la belle grosse connerie néolibérale que nous subissons à l'Assemblée nationale, où ils sont complètement BA sur l'intelligence artificielle. Alors c'est vraiment la nouvelle course à l'innovation, c'est forcément l'intelligence artificielle. Alors ils peuvent entre-temps dire ah oui il faut réindustrialiser, hein. Mais n'empêche que la BPI va flécher ses fonds de financement aux startups de l'intelligence artificielle sans aucun contrôle. Et donc là, il y a vraiment à creuser. On a par exemple 2 missions à l'Assemblée nationale, une qui dépend de la commission des finances, qui est comment faire des économies sur les services publics grâce à l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que l'objectif n'est pas du tout l'intelligence artificielle pour l'intérêt général, hein, mais pour la politique d'austérité. Et il y a une autre mission d'information par la commission des affaires économiques, où là les macronistes, l'angle c'est la compétitivité de nos entreprises grâce à l'intelligence artificielle. Ça n'est pas comment on défend l'emploi pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux. Non. Donc on voit bien que de toute façon l'objectif de l'IA est adossé à la logique capitaliste, voilà. Et donc je pense que c'est important avant de se poser la question tiens, est-ce qu'il y aurait une IA de gauche? D'ailleurs, quand moi aussi j'ai demandé à ChatGPT de répondre à cette question, même en mettant avec mon équipe là plein de critères, parce que ChatGPT va te répondre en fonction de la commande précise que tu lui fais. J'ai trouvé ça quand même très soft et très finalement social washing, greenwashing et assez pipeau quand même. Bon, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce que l'IA est de droite. D'abord, d'où elle sort l'IA. Enfin, je veux dire, dans la bataille des innovations numériques. C'est autour d'Elon Musk que vous avez d'abord l'OpenAI qui a propulsé ChatGPT et que les objectifs
comment dire, dans la bataille numérique et dans la bataille de l'IA, à la fois entre les entreprises de la Silicon Valley, entre Google, Microsoft, Elon Musk et tout ça. Bon, il y avait vraiment un enjeu capitaliste à ce niveau-là. Et on voit bien aussi que cet enjeu, il est planétaire. Dans la bataille géopolitique entre les Américains et la Chine, vous avez vu que la Chine, là, il y a peu de temps, elle a repris en fait le lead avec DeepSeek, qui aujourd'hui rivalise avec ChatGPT, et que tout ça va très vite. Mais les objectifs sont absolument pas l'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir quelle est la place de l'IA dans ces enjeux géopolitiques. Comment la Russie de Poutine utilise l'IA, et notamment avec la guerre en Ukraine. L'IA sert à beaucoup mieux organiser la censure, le contrôle des opposants, que ce soit sur le net, que ce soit dans les manifestations avec la reconnaissance faciale. C'est aussi comment utiliser la donnée et comment utiliser l'intelligence artificielle pour donner encore plus de poids aux campagnes de désinformation, à l'ingérence dans les autres pays. On sait que la diffusion massive via l'IA par inondation permet à Poutine d'avoir d'une arme militaire, en fait. On sait aussi qu'en Chine, l'IA a une fonction extrêmement importante dans la logique totalitaire de surveillance à large échelle, et y compris le système de crédit social qui est extrêmement glaçant. Donc on sait bien que on est face à une course à l'innovation qui est aussi importante que celle sur la conquête spatiale à travers l'IA, et que il y a bien d'ailleurs des enjeux colossaux. Revenons sur la question du travail, parce qu'on se dit ok, d'accord, enfin si l'IA nous permet néanmoins de nous passer de certaines tâches répétitives, la promesse de l'IA qu'on nous fait, c'est que finalement on va s'émanciper d'un certain nombre de tâches, et peut-être que l'emploi va devenir un peu plus intellectuel, parce qu'on va l'encadrer. Bon, et là je vous invite vraiment à lire les travaux de Kazili, qui montrent qu'en fait là aussi c'est du foutage de gueule complet, parce que l'IA, comme l'a reprécisé Sophie, c'est énormément de données qui sont collectées, et un système informatique qui va traiter ces données et qui va chercher les corrélations. Et si vous n'alimentez pas et vous ne donnez pas à manger au logiciel, si vous leur donnez pas de données, le logiciel, c'est pas une baguette magique mathématique abstraite. C'est très matériel, c'est très concret. Et Kazili montre bien, mais c'est des travailleurs du clic dans un nouveau colonialisme dans la répartition de la surexploitation du travail, qui fait que soit c'est des compléments de revenus pour des tâcherons dans les pays du Nord, soit c'est de la surexploitation totalement sous-payée pour des travailleurs du clic dans plein de pays sous-développés ou en voie de développement, où ils se font super exploiter, avec quelque chose qui est balèze. C'est pas simplement qu'ils ne sont plus considérés comme des travailleurs salariés comme le faisait l'ubérisation, c'est qu'ils sont même plus considérés comme des travailleurs, mais comme des usagers qui peuvent remercier la plateforme qui leur propose une tâche qui va leur permettre d'avoir une rétribution. Donc vous voyez le glissement extrêmement glaçant. Donc on voit bien que dans le rapport au travail, pour l'instant, l'IA est une arme de plus dans le rapport capital-travail. Mais certains peuvent se dire, et c'est un peu la réponse de ChatGPT, c'est que finalement il peut y avoir une IA de gauche, parce que c'est comme un couteau, ça dépend comment vous l'usez. Et donc finalement, c'est vrai, on se dit un couteau, c'est de droite ou c'est de gauche un couteau, hein? Si je coupe mes légumes, est-ce que c'est de gauche ou c'est de droite? Bon, mais si je tue ma voisine, c'est pas terrible. Bon, donc on se dit, il peut y avoir des bords. Je l'aime bien en plus, Sophie. Et depuis longtemps. Donc bon, est-ce que finalement l'IA c'est un objet technologique neutre et qu'il faudrait juste avoir des bons usages de l'outil? Eh bien non, parce que tel qu'a été... Alors là, je suis persuadée que dans la salle, il y aura des gens plus compétents que moi pour expliciter ça, mais y compris dans dans l'idéologie que les ingénieurs informaticiens et les puissances financières qui ont conçu l'IA, ils l'ont conçu de manière de droite. C'est-à-dire que l'idée qu'il puisse y avoir, par le traitement, simplement des statistiques, des corrélations, en utilisant maximum de données, on pourrait avoir une intelligence générative, générale, qui pourrait dépasser et finalement suppléer complètement l'être humain, mais c'est pas neutre idéologiquement. C'est une remise en cause de la recherche scientifique. On revient y compris sur la recherche, sur les révolutions coperniciennes. C'est pas neutre.
de croire qu'on peut se passer de la question du libre arbitre, de la pluralité pas simplement des opinions, mais des regards et des recherches, et qu'il peut y avoir juste une automaticité statistique, probabiliste, pour arriver à la connaissance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'usage positif de l'IA. Quand vous avez les radiologues qui, grâce à l'IA, peuvent tout de suite avoir une capacité d'analyse de tout un tas de données, tout en gardant la maîtrise de leur libre arbitre pour savoir quel est le bon remède ou comment est-ce qu'on analyse ces résultats donnés en accéléré. Bien sûr que ça a une pertinence. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tout cela. Mais je dis, mais soyons lucides. La façon dont a été conçue l'IA est une arme idéologique. Et aujourd'hui, on fait croire qu'on ne peut pas se passer de l'IA, mais c'est comme il y a 30 ans sur le développement, le déploiement de l'hyperconsumérisme, on peut s'en passer parce que ça a une fonction idéologique. Je sens déjà que j'ai été un peu longue, mais je pense donc qu'il y a comment dire, toute une réflexion à avoir et qui nécessite de remettre à plat tous nos principes. Que ce soit nos principes concernant le protectionnisme, on ne doit pas accepter d'utiliser des outils qui, à un moment donné, sont adossés à une surexploitation de travailleurs, où que ce soit sur la planète. Dans les entreprises, on ne doit pas accepter qu'il y ait l'utilisation et l'entrée d'une nouvelle technologique sans qu'il y ait un débat démocratique, d'où la bataille pour le retour des CHSCT, pour que les organisations syndicales aient la maîtrise de toutes les informations. Et je peux vous dire que c'est pas le cas pour avoir réditionné un certain nombre de boîtes et enfin, de syndicats de boîtes pour faire des contre-auditions dans le cadre des missions que la Macronie a mis en place à l'Assemblée nationale. Donc, il y a vraiment se repose la question de la bataille de la démocratie dans les entreprises. Se pose la question, évidemment, de la préservation de notre droit sur les données. Se pose la question de la formation, comme tu l'as dit. Mais se pose aussi la question d'abandonner cette logique de course en avant. Il ne s'agit pas de regagner notre souveraineté en se disant à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Europe, on va faire notre nouvelle IA qui va rivaliser avec l'IA des Chinois ou l'IA des Américains, mais plutôt de repenser des IA plus petites dimensionnées, avec de la sémantique, avec une autre façon de facteurs d'intelligence humaine, mais en fonction d'objectifs qu'on aura identifiés. Partout où l'IA en fait coûte bien plus cher à notre planète qu'elle ne répond à une utilité, eh bien on peut légiférer pour ne plus la rendre légale, parce que ça n'est pas forcément nécessaire. Donc j'ai été trop longue, mais vous voyez que ça ouvre un bon nombre de champs et que les réponses ne sont pas forcément simples à avoir de manière binaire. Mais cette IA est de droite avant qu'on puisse en inventer une de gauche. Merci Daniel. Je vais repasser la parole à Laurence qui avait été un petit peu brève au départ avant qu'on puisse et qui voulait réagir et avant qu'on puisse commencer l'échange avec la salle. Non, je voulais compléter parce que là, on s'est beaucoup focalisé justement sur ce qu'on appelle l'extractivisme autour des données et tous les enjeux de justice sociale en termes de travailleurs du clic, de discrimination algorithmique et de biais de genre ethno-raciaux dans la notation des données. Et bon, Kazili a été cité, qui a bien donc mentionné le caractère néocolonial de cet extractivisme des données, mais on oublie justement la dimension totalement matérielle, c'est-à-dire l'extractivisme minier. C'est là où une IA de gauche, avec cette illusion d'une IA frugale, avec des bons usages, se heurte aux limites planétaires. C'est-à-dire, il y a une question simplement matérielle qui se pose et qui pose des questions. Alors, tout simplement de raréfication des ressources ou surusage des ressources fossiles qui sont déjà de toute façon non pérennes. Mais il y a aussi des questions de justice environnementale, donc des problématiques de justice socio-écologique qui se posent. Et c'est là qu'on retrouve le caractère colonial en fait du capitalisme de bout en bout. Il n'est pas spécialement nouveau, ce capitalisme numérique. Là, il poursuit justement l'histoire coloniale, notamment d'accaparement des mines, des ressources minières, des ressources matérielles. Et l'IA aggrave en fait l'empreinte environnementale du numérique. On commence à prendre en considération parce qu'on a une vision un petit peu immatérialisante du numérique. Et donc il y a pas mal de données qui sortent aujourd'hui qui estiment que on est sur 1% de la consommation énergétique du numérique aujourd'hui. Et avec l'IA, on va être sur 3% de la consommation énergétique qui est liée justement au développement de l'IA. Et donc en France, on a quelques métriques qui commencent à être développées un peu sous l'impact du Shift Project qui avait créé
un petit peu des débats parce qu'ils avaient donc produit un rapport en 2018 parce qu'on avait assez peu de données sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc depuis 2018, les autorités de régulation, ARCEP, ADEME et ARCOM aujourd'hui s'intéressent à cette empreinte environnementale. Et donc on a de plus en plus de données, notamment sur la consommation énergétique du numérique. Avec aujourd'hui c'est 11% de la consommation des ménages français et ça augmente d'ici 2050 de 80%, notamment avec le développement de l'IA générative. Il y a des calculs qui sont menés notamment par un consortium de chercheuses. C'est beaucoup une critique féministe, techno-féministe, qui s'intéresse à ces questions de socio-environnementales. Mais il y a des études qui montrent qu'une génération d'images est estimé à une charge de smartphone. Donc on voit bien que là il y a vraiment une demande énergétique qui est de plus en plus importante. Et donc l'ADEME a estimé qu'on était à 80% d'augmentation de la consommation énergique, notamment liée à la progression de l'IA. Ce qui amène par exemple, quand on essaye de quantifier l'empreinte environnementale du numérique par ce qu'on appelle les tiers techniques, c'est-à-dire fabrication, data center, traitement de la donnée et réseau. On a 50% qui est dédié justement à la fabrication, donc toutes les ressources matérielles, minérales, métalliques, eau, terre excavée qui sont nécessaires à la fabrication. Donc ça, c'est 50% de l'empreinte du numérique. Et ça, en France, par exemple, ça fait 117 millions de tonnes de matériaux qui sont nécessaires pour fabriquer les terminaux et services. Et pour le data center, donc l'empreinte énergétique notamment, mais aussi l'empreinte hydrique du fonctionnement des data centers et des centres de calcul, est passée à 50%, avec une mise à jour en 2025, alors qu'elle est estimée en 2022 à 16%, parce que il y a un développement des data centers. Et on parlait en effet de la course à l'IA menée en France. Aujourd'hui, la France occupe la 5e place, parce qu'il y a en effet un surfinancement de l'intelligence artificielle. Le sommet de l'IA a donc décidé la construction de 35 data centers, dont un à Cambrai, qui est sur 1 gigawatt, qui est vraiment, on est sur des puissances énergétiques qui sont extrêmement faramineuses, et on se demande quelles sont les ressources en fait qu'il va falloir extraire et où justement, donc dans des pays ex-colonisés comme le Congo RDC, où des régions entières sont soumises justement aux menaces et à des occupations de bandes armées. Et donc à quel prix, cette IA dite frugale avec des usages positifs, elle peut être même imaginée puisqu'elle a une empreinte matérielle, elle a une empreinte humaine. Donc donc les limites planétaires sont des conditions terrestres d'habitabilité et elles comme dit mon collègue Alexandre Monin, sont pas des portes qu'on peut passer et dépasser. Quand elles sont dépassées et c'est notre habitabilité qui est en jeu. Donc il me semble que cette IA de gauche, c'est une IA justement qui est critique, consciente de ses conditions matérielles, notamment les dimensions néocoloniales à la fois côté extraction minière et côté extractivisme des données. Et c'est une IA justement qui est racontée par les travailleurs qui en effet sont de plus en plus soumis et injonctés à devoir utiliser l'IA, qui estiment que leurs tâches, même répétitives, sont parfois au cœur de leur travail, donc ils n'ont pas forcément envie de les déléguer. Donc certains parlent de merdification de leur travail en disant aujourd'hui, quand on travaille de l'IA, une grande partie de notre travail consiste à relire ou à surveiller ou à vérifier des décisions qui sont prises par l'IA. Et donc, ça amène justement, même dans le cas du salariat, à une dégradation des services et du propre travail des utilisateurs. Donc, il y a une sorte de devenir un peu subalterne, en fait, de tout à chacun, entre les mineurs artisanaux qui vont travailler à extraire les ressources métalliques, jusqu'aux travailleurs du clic qui sont justement exploités pour annoter des données, jusqu'aujourd'hui aux travailleurs qui vont devoir travailler avec ces IA et dont le travail est de plus en plus minoré, de plus en plus dégradé, de plus en plus décalé. Et donc, c'est toute cette, finalement, mise à plat, ouverture de la boîte noire IA qui constitue une approche de gauche de l'IA qui pose des questions de justice sociale, de justice environnementale, qui repose la question coloniale notamment, puisque là, on a un colonialisme, certes, vis-à-vis des données, du digital d'abord, mais il est classique, historique, et c'est l'extractivisme au sens total du terme, des mines aux données, en passant par les déchets, puisqu'il y a l'empreinte hydrique, mais il y a toute la question des déchets. Donc en France, on estime qu'il y a 2 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques, donc c'est tout ça là. On a un peu de composants électroniques, et tout ça n'est pas extrêmement bien recyclable.
Donc là, on a des tonnes de millions de déchets dont on ne sait pas vraiment quoi faire. À l'échelle mondiale, on a 62 millions de tonnes de déchets électroniques et électriques, et il y en a un quart qui est recyclé formellement, le reste c'est brûlé. C'est un même rétro-extractivisme, c'est-à-dire on va extraire dans les pays ex-colonisés et on va renvoyer ces déchets dans les pays, les ex-pays colonisés, et avec des pratiques qui sont toxiques pour les habitants, notamment brûlés, avec tous les composants qui sont qui donc émanent des pratiques qui sont toxiques pour les habitants, avec donc des émanations de gaz, avec aussi des conditions de travail qui sont souvent artisanales, donc c'est plutôt par exemple des familles qui travaillent, donc les enfants sont extrêmement exposés à la fois dans les carrés miniers artisanaux, mais également dans toutes les déchetteries. Donc ça pose toutes ces questions, et il me semble que ça c'est une approche de gauche de l'IA, et je ne crois pas du tout à des usages frugaux, à des services positifs, puisque matériellement c'est impossible, et d'un point de vue de justice environnementale et sociale, c'est impensable. Enfin, c'est pas justifiable. Donc voilà. C'était. Alors, donc on va maintenant passer la parole. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes là, donc je sais c'est dur, mais là j'ai que des hommes qui lèvent la main. Donc, mesdames, soyez aussi au rendez-vous. Voilà. Hein, oui. D'accord. Donc, vous avez levé la main en premier. Monsieur, ouais. Non, voilà, merci. On va faire comme je vois énormément, petit point d'organisation, comme je vois énormément de mains qui se lèvent, on va faire 3-4 questions, des réponses, enfin voilà, on va faire un peu de manière groupée, si vous le permettez. Bon, merci beaucoup. Moi, je me suis éclaté à vous écouter toutes les quatre. Et vraiment, c'était très chouette. Alors, je suis chercheur dans un institut qui s'appelle l'INRIA et qui fabrique des gens qui font des IA. Et nous avons trop d'hommes dans cet institut. Donc, merci à vous d'avoir représenté l'autre moitié de la planète. Alors, je voulais réagir à deux ou trois petits points, mais très rapides. D'abord, j'ai beaucoup aimé le parallèle sur la dématérialisation, sur les deux écueils. Donc le côté techno-solutionniste d'un côté et puis le réfractaire de l'autre, et je pense que on peut poursuivre cette métaphore sur l'aspect matériel, justement, parce que quand on dit dématérialisation aujourd'hui, c'est tout sauf dématérialisé, hein. Quand dans ma mairie le service urbanisme me dit, vous vous rendez compte, c'est génial, tout est dématérialisé, on n'a plus besoin d'imprimer les dossiers. Ouais, t'as raison, si tu voyais les serveurs qui sont derrière. Donc je pense que c'est bien, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut communiquer plus facilement, c'est plus concret entre guillemets que l'IA. Je voulais aussi revenir sur l'absence de neutralité. Évidemment, la science n'est pas neutre. Enfin, je veux dire, c'est pas avec l'IA qu'on le découvre. Ellul avait écrit ça bien avant. Et donc aujourd'hui, l'IA, c'est évidemment pas, ça peut pas être neutre. Donc il faut accepter la politisation de l'IA. Donc ça, je vous rejoins tout à fait. Et je voudrais terminer en faisant là aussi un parallèle avec un autre domaine qui est le journalisme. Salomé Saké, quand elle exprime sa volonté de vouloir faire du journalisme le mieux possible, elle dit pas de gauche forcément, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle le pense. Elle dit en fait mon travail c'est de rendre les choses les plus factuelles et les plus justes possibles. C'est-à-dire que évidemment qu'elle a choisi certains sujets, évidemment qu'elle a un biais, etc. Mais elle l'accepte et elle est capable d'accepter le débat, etc. Alors que cette IA de droite, elle va cacher un certain nombre de choses, et c'est des mécanismes qui sont à mon avis à combattre. Et je termine en prononçant deux mots que vous avez pas prononcés, qui à mon avis font partie du vocabulaire de gauche pour les algorithmes, c'est l'open data et l'open source. Parce qu'en fait, c'est ça aujourd'hui qu'il faut pour des IA. Il faut des IA dont les algorithmes sont publiés, c'est-à-dire qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans et que des chercheurs et des chercheuses puissent aller les vérifier, et que les datas soient publiques. Et on revient à la maîtrise publique dont tu parlais tout à l'heure. Si on n'a pas cette maîtrise-là, évidemment, on peut créer tous les biais, tous les machins qui vont bien. Donc, une IA neutre, ça n'existe pas. Mais par contre, une IA transparente, ça peut-être que c'est possible. Merci. Alors, relevez les mains. Je cherche. Alors, oui, madame. Oui, bonjour.
Il y a surtout un mot qui n'a pas été prononcé, c'est la régulation, la loi. Enfin, c'est, à mon avis, c'est pas la main invisible du bon sens des créateurs d'intelligence artificielle qui va, voilà, faire en sorte qu'il y ait une IA de gauche. Il faut l'obliger. C'est comme la commission d'enquête qu'il y a eu là sur avec les youtubeurs, enfin vous avez dû voir, où tout d'un coup on se rend compte qu'il y a des choses illégales qui sont dites sur les plateformes et qu'il y a personne qui régule. En fait c'est ça, c'est juste, il faut rappeler la loi, il faut faire respecter la loi et il faut mettre plus de lois sur des secteurs qui sont nouveaux et qu'on pas encore, enfin c'est encore le Far West quoi. Donc je sais pas, on peut imaginer plein de trucs, on peut imaginer comme des licences 4, des licences intelligence artificielle où il y aurait que, je sais pas, les médiathèques, les écoles, certains instituts qui peuvent utiliser cet outil qui est extrêmement énergivore et qui est extrêmement puissant, mais que ça soit pas utilisé pour savoir quelle est la meilleure recette de gâteau au yaourt. Donc voilà, il y a des trucs, faut pas hésiter à je pense sur plein de sujets avec les grosses boîtes multinationales à rentrer dans le rapport de force, à rentrer dans la puissance publique et à mettre de la règle. Et je sais que c'est compliqué, faut aller en parler à l'Europe et tout, ça prend des plombes. Mais il faut pas imaginer que ça va se faire tout seul parce que les gens ils sont gentils et qu'ils vont être raisonnables, ça j'y crois pas du tout. Voilà, et peut-être plus de transparence aussi pour remettre aussi effectivement du rapport de force entre les bons et les mauvais Jedi quoi, on va dire. Merci beaucoup. Voilà. Non mais je sais pas, j'essaye de varier les plaisirs, mais en même temps ça fait courir Laetitia que je remercie beaucoup, ainsi que tous les organisateurs de cet atelier et d'ailleurs tout. Donc Merci beaucoup. D'abord, merci pour vos exposés absolument dynamisants. Alors moi, je suis pas un spécialiste de l'IA, mais la question que je voudrais poser se situe un peu dans le prolongement de l'interrogation qui vient d'être formulée. C'est-à-dire que vous avez prononcé plusieurs fois le terme d'éthique. Et donc l'éthique ferait partie d'un dispositif, d'une panoplie, d'une IA de gauche. Non pas que l'éthique soit en soi spontanément de gauche en elle-même, mais peut-être que l'éthique peut éviter qu'une technologie dérive vers l'extrême droite ou la droite extrême, en tout cas. Et justement, moi, la question que je me pose, vraiment naïvement, c'est qu'est-ce que signifie l'éthique dans la gestion et la régulation, justement, de l'IA ? Parce qu'il existe des comités d'éthique. Dans un processus de médecine expérimentale, on sait comment à peu près fonctionne l'éthique. Comment pourrait fonctionner l'éthique ? Justement, qu'est-ce que ça prend comme forme ? Est-ce que ça prend la forme de la loi ? Est-ce que ça prend une forme de citoyenneté active ? Comment ça pourrait fonctionner ? De quelle manière l'éthique pourrait être une réponse pour qu'on ait une IA de gauche ? Merci. Est-ce qu'il y a plein de mains qui se lèvent ? Je cherchais une femme à côté. Michael, peut-être, puisqu'il est à côté, ça évitera à Laetitia de courir. Oui, vas-y. Petite remarque préalable, Daniel, même si tu as un couteau et que tu tues ta voisine, on ne saura toujours pas s'il est de gauche ou de droite. Moi, je voulais soulever 3 petits points qui m'intéressent particulièrement. C'est d'abord, le premier, c'est la cohérence idéologique du projet qui est à l'œuvre depuis déjà maintenant une 40aine d'années et qui se matérialise à travers l'intelligence artificielle, justement. Je me rappelle de l'époque où, lorsque Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir, on a énoncé cette chose qui est quand même assez stupéfiante aujourd'hui. Une société n'existe pas. La société n'existe pas. Nous ne sommes qu'une somme d'individus qui travaillons chacun pour notre propre compte. Un petit peu comme si elle était constituée d'une espèce de masse d'eau où chaque molécule suit son mouvement brownien au hasard des événements. Derrière, on pourrait croire que ça n'a pas de conséquences. C'est totalement faux. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est exactement l'explosion des conséquences de cette parole qui a donné finalement le coup d'envoi. Et je pense qu'il est nécessaire de relever, et c'est pour ça que je parle de cohérence idéologique, même s'il n'a pas forcément voulu d'ailleurs, le fait que une société comme OpenAI, qui a développé ChatGPT, est issue de la Silicon Valley, c'est-à-dire de la même sphère que Elon Musk, Microsoft, etc. Et que l'idéologie qui est le support de toute la pensée technique de ce lieu, c'est l'idéologie libertarienne et qui veut justement porter ça y est, le terme m'échappe, excusez-moi,
en tout cas la transformation de l'humain vers la machine, le transhumanisme, voilà, je suis désolé, j'ai eu un moment de blanc, et avec cette idée que l'être humain peut finalement fonctionner exactement comme une machine, voire être entièrement transplanté dans une machine. Et en fait, on participe exactement de cette même idée, c'est-à-dire que chaque être humain est un individu isolé qui va suivre sa trajectoire jusqu'au jour où on va transposer sa conscience sur une puce numérique. C'est exactement dans ces délires ce que Elon Musk a pu dire. Moi, je l'ai pas entendu, mais en tout cas, j'ai lu certains de ces délires à ce sujet. Et l'intelligence artificielle est exactement la matérialisation de cette forme de pensée quand même étrange, il faut bien le dire, qui a pour effet de dissoudre totalement le lien social, puisqu'elle vise précisément à isoler chaque individu dans son fonctionnement. Autrement dit, c'est la négation même des humains que nous sommes. C'est un projet mortel, il est absolument insoutenable. Excusez-moi si j'étais un petit peu long. La deuxième chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que justement, nous, en tant que force de gauche, nous devons nous emparer de ce sujet idéologique et qu'il y a un énorme travail à faire en matière d'éducation populaire. Alors, moi, je prêche pour ma chapelle puisque ma délégation à Malakoff, c'est la culture scientifique. Mais ce que je veux dire, c'est que là, si on pose la question ici dans la salle, qui sait ce qu'il y a dans ces machines? Ce sont des ordinateurs comme les autres qui produisent de l'intelligence artificielle. C'est surtout une manière, c'est la façon dont on architecture les logiciels qui est différente. Mais qui sait véritablement ce qu'il y a dans ces boîtes? Et j'ai une illustration, enfin ça m'est resté tellement je trouvais ça assez frappant, c'est que il y a quelque temps j'avais un voisin de palier qui est toujours d'ailleurs je suppose psychologue, et qui a fait sa thèse de doctorat sur les questions que l'on pose à Google. Il a essayé de couvrir un large échantillonnage de toutes les questions que l'on peut poser tout simplement à ce moteur de recherche. Et ce qu'il a constaté, c'est que une énorme part des questions, la majorité, l'immense majorité, sont des questions à caractère existentiel. Au début, on commence à « je cherche ceci comment vais-je trouver la vis qui me permet d'être adapté à l'écrou de chez Bricorama ou truc machin ?» Puis ce sera qu'est-ce que une rose à pétales verts, etc. Puis très vite, ça devient « est-ce que je vais trouver l'amour ? Est-ce que le prochain gouvernement sera celui que je veux ? Comment devenir maître du monde ? Que sais-je encore ? Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a un caractère quasiment religieux à cette manière de procéder. C'est ça qu'il faut absolument combattre. Et à cet égard-là, si on pouvait véritablement rétablir tout ce que nous avons comme capacité de transmission pour inciter, notamment toute notre jeunesse, à plonger les mains dans le cambouis et à étudier la manière dont ces machines fonctionnent, on pourrait ainsi, je pense, totalement démystifier ce qui est en train de se produire et récupérer à notre propre compte les choses dont monsieur derrière a parlé, l'open source, l'open data, etc. et concevoir nos propres systèmes. Excusez-moi si j'ai été si long. Alors, je vais passer on va reprendre le micro, mesdames. Je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier. Voilà, Laurence, je te passe la parole. Merci beaucoup de tous vos retours. Je vais rebondir sur la dernière remarque. Ouais, autour de la vision idéologique qui est sous-jacente justement aux entrepreneurs états-uniens qui mettent en place justement les dernières IA, la dernière séquence de l'intelligence artificielle. Donc en effet, vous avez cité le transhumanisme. Alors aujourd'hui, ça se décline en une version qu'on appelle le long-termisme, mais bon, c'est la même idée, c'est le même schème en fait compétitif et substitutionniste de la technique vis-à-vis de l'humain. Et c'est assez intéressant parce que vous savez, lorsque OpenAI a développé la version 3 de ChatGPT, vous avez tous les acteurs pionniers justement comme Musk, etc., qui avaient fondé cette fondation pour fondation Future of Life, la fondation du futur de la vie, dans lequel justement Sam Altman était également partie prenante en 2015. Et donc, au moment où Sam Altman a créé son entreprise à partir d'OpenAI et donc a développé notamment la version 3 de ChatGPT, tous ces acteurs-là, donc Musk en particulier, ont écrit une lettre pour donc demander une pause du développement des intelligences artificielles, notamment génératives, et ils ont argué donc de ce qu'ils appellent justement des risques à long terme civilisationnels, et notamment ces questions de limite entre l'humain et la machine, etc. Et pas mal de data scientists, notamment féministes, engagés dans, comme vous dites, l'explicabilité des IA, cette idée de réappropriation des IA par les citoyens, ont mis en avant la dimension de patch en fait de cette question des risques à long terme. Et elles ont plutôt remis en avant les risques à court terme, qui sont des risques écologiques, qui sont des risques d'exploitation
l'exploitation des travailleurs, et ils ont également mis en avant les risques de fracture numérique qui va se développer entre ceux qui peuvent avoir accès à ces services ou ceux qui peuvent en comprendre quelque chose. Et donc c'est là où je rebondis sur la question de l'éthique. C'est un peu un patch en fait par rapport à ces questions, parce que en effet ce sont des questions très très amples qui sont posées, des questions qui touchent à la question de l'habitabilité, qui vont de l'habitabilité de la Terre jusqu'à des questions anthropologiques. Et donc cette entrée par l'éthique, elle est peut-être un peu ténue. Enfin, en tout cas, c'est ce que répondaient les data scientists comme Tim Gebru, etc., à cette lettre de pause qui arguait de risques civilisationnels. Elle revenait à des risques beaucoup plus réels qui sont déjà engagés. Mais de fait, il y a un modèle sous-jacent qui est celui du transhumanisme, qui est un projet qui est pas mortifère, parce que l'idée c'est de vaincre la mort par justement la fusion homme-machine. Autrefois c'était les extropiens, donc il y avait la cryogénisation, et maintenant il y a l'idée de fusion homme-machine avec tout ce qui est développement bionique, peau réparable, etc. Mais c'est le même projet finalement. Anthropologiquement, d'utiliser la technique pour finalement faire perdurer l'humanité. Voilà. Donc de fait, il y a tout un projet idéologique, toute une vision des rapports entre hommes et technique, humains et technique, qui est en jeu dans ces développements de l'IA tels qu'ils sont pensés, développés aux États-Unis. Je termine là-dessus. Donc l'OpenAI, comme son nom l'indique, c'est la firme de Sam Altman, mais oui, c'est pas parce que c'est ouvert. Enfin, il y a dans le monde. Bon, ça c'est des questions entre libristes, etc. Mais dans le monde de l'open source, il y a des degrés d'ouverture, il y a des accessibilités à ce qui est donné comme ouvert ou pas. Donc c'est un peu un mot magique qui ne peut pas forcément solutionner tous les problématiques que pose l'IA, qu'on voit qui sont des problématiques extrêmement à la fois soit idéologiques, soit très matérielles. Donc les problèmes sont multiples, et l'ouverture de on ne sait pas quoi est pas forcément la solution. Voilà, donc c'est tout ce que on pourrait dire plein de choses. Oui, multiples. Questions multiples que celle de l'éthique. Peut-être Daniel axé sur la question de la régulation, qui est extrêmement évidemment importante. On a vu que Donald Trump lundi, dans un nouveau message, remettait en cause l'accord déjà bien honteux passé avec l'Union européenne en raison de la réglementation européenne qui est pas encore totalement mise en œuvre. Donc où en sommes-nous de cette régulation et jusqu'où faudrait-il aller? Oui, alors tout à l'heure j'ai parlé des États-Unis, leur modèle d'un côté, la Russie, la Chine de l'autre. Je vais pas parler de l'Afrique. La Chine évidemment est dans une stratégie expansionniste sur l'Afrique, comme chacun sait. Et on a occulté la question de l'Union européenne. Or, l'Union européenne, elle a une approche réglementaire, justement, puisqu'après en 2018, la bataille sur la question du RGPD est arrivée, l'IA Act, le Digital Service Act DSA, le Digital Market Act DMA, et l'Union européenne, par exemple, a interdit le recours au système de crédit social à la chinoise ou la surveillance de masse à la chinoise. Bon, enfin, vous avez remarqué que sur la reconnaissance faciale, l'usage de drones, sur la question de nos libertés, ne soyons pas dupes. Enfin, la régulation à l'échelle européenne, elle est pas du tout satisfaisante. Enfin, loin de là, parce que et en même temps, l'Union européenne, dans sa logique à elle d'autojustification qu'elle est dans la régulation, elle va néanmoins se placer dans la stratégie de course à l'innovation sur l'intelligence artificielle, avec un des dispositifs. Vous avez le programme 4 de financement de la recherche en intelligence artificielle Horizon Europe, où ils essayent de mettre le paquet. Et finalement, même s'ils sont plus dans une approche de régulation, ils sont quand même dans la même logique libérale. Enfin, je veux dire, pas de naïveté. Donc, évidemment, là, Trump est en train de gueuler en disant ah là là, mais si vous opérez quelque part de la censure sur les contenus à l'échelle européenne, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, donc on est toujours sur cette guerre-là. Mais je ne dis pas qu'il faut pas réguler, bien évidemment, mais je pense qu'il faut être plus radical que ça, parce que quand l'Union européenne parle, je vais reprendre tous les termes si je les retrouve. Elle promet une IA frugale, une IA éthique, une IA de confiance, donc dans le rapport des données. Mais en fait, pourquoi faire? C'est-à-dire que à chaque fois, on prend le problème dans le mauvais sens. Au lieu de se dire, tiens, on a un problème.
comment on le satisfait? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une innovation technologique pour le faire? En fait, il y a la course à l'innovation technologique. Faut surtout pas qu'on soit en retard dans cette course. Ah puis tiens, on va expliquer aux gens que finalement ça pourrait peut-être servir à quelque chose. Enfin, on prend le problème complètement dans l'autre sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ça peut paraître anti-progrès. Je suis justement dans ceux que tu décrivais qui sont dans le rejet de la recherche absolue. Bon, non, je veux dire, je prends un domaine. Par exemple, sur la question de la culture, il y a une bataille en ce moment de nos camarades artistes. Doubleurs, parce que aujourd'hui, eh bien leur métier se le font voler par l'intelligence artificielle, qui va non seulement piquer leurs droits d'auteur quelque part, ne pas reconnaître leurs droits d'auteur en collectant finalement tous leurs données de leur voix et faire en sorte que les doublages se fassent par une intelligence artificielle à leur place. Donc là, il y a une réglementation directe pour protéger, pour interdire. Bon, il s'agit pas de dire qu'il y a aucune intelligence artificielle acceptable dans la culture. Vous aviez par exemple au moment de la photographie. Je citerai un boomer en son temps, Baudelaire. Baudelaire était un boomer en son temps puisqu'il était contre la photographie et les photographes et il estimait que c'était complètement la négation de l'esthétique possible parce que la machine ne pouvait pas rendre le sensible de l'homme. Bah si, en fait, avec n'importe quel type de machine, on peut créer un sens nouveau, on peut créer un beau, une esthétique nouvelle. Bon, mais ne soyons pas dans la course en avant capitaliste de cette innovation. C'est ça ce que je veux dire. Si par contre on développe et on donne les moyens à une recherche fondamentale, publique ou coopérative, donc non lucratif, et qui va nous permettre de voir comment d'autres logiciels qui ne soient pas forcément toujours sur des données de masse, parce que vous avez d'autres systèmes informatiques, pas sur des données de masse, qui, sur des objectifs bien définis, peuvent permettre d'être innovants et d'être intéressants. Je ne sais pas si je suis un peu plus claire, mais il y a aussi des démarches plus de type coopératif. Je pense que tout le monde connaît Wikipédia. Bon, bah sur la logique en fait du libre et du partage, vous avez comme ça Tournesol. Alors je suis pas une spécialiste de cela, mais qui alors Tournesol. En fait, contre la logique de l'hégémonie de plateforme, en fait c'est un système de recommandations alternatives. Collaboratif possible. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que tous vos réseaux sociaux vous font croire qu'ils vont vous donner, dans une individualisation, à voir et à partager du contenu qui correspond finalement à vos désirs. Et on se fait tous avoir là-dessus et on croit que il nous a bien compris cet ordinateur et il nous nourrit. Alors qu'en fait, il nous manipule complètement et il essaye en fait de nous... Bon. En fait, il y a Tournesol, si moi j'ai bien compris, ils arrivent à déconnecter dans les services de plateforme les différentes fonctions de recommandation, de modération, voilà, et on peut choisir du coup grâce au système Tournesol, on peut choisir librement et en libre conscience son système de recommandation. Donc il y a des alternatives possibles à la logique même initiale de l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue. Donc voilà, je dis qu'il y a des innovations numériques qui peuvent être au service des émancipations, mais ne croyons pas que c'est forcément cette IA et la magie de la régulation qui va nous émanciper. Je ne sais pas si je suis très claire, mais sinon, tout simplement, rétablissons nos droits. Et après, aussi nos questions de souveraineté, je terminerai juste par là. Il y a eu aussi notre bataille là dernièrement. C'est une boîte de cloud qui est en train d'être rachetée par les États-Unis et qui fait que notre souveraineté sur les données est une catastrophe. Mais aujourd'hui, on a pris tellement de temps de retard que notre souveraineté sur ces questions de données, y compris en défense, c'est une situation catastrophique. Mais on ne va pas se remettre à chercher la même IA que les Américains pour les doubler. Voilà. Merci. Émilie, je t'en prie, si tu veux par contre être peut-être un petit peu plus brève que voilà, non mais parce que qu'on puisse refaire un deuxième tour et qu'après vous puissiez conclure. Donc et tu auras plus de temps pour la conclusion à ce moment-là. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit, c'est que ça pose la question des rapports de force. Et que pour ça, il y a deux piliers, effectivement. Il y a la loi, la norme que vous avez évoquée, madame, et la question de l'éthique qui vient se loger dans tout ce que la norme ne pourra pas normer, parce que la norme, elle ne pourra pas aller dans le détail des usages de l'intelligence artificielle. Et donc, ça pose la question du renforcement des outils de la puissance publique,
mais aussi du renforcement du pouvoir citoyen. C'est aussi des éléments qui ont été évoqués. Aujourd'hui, il y a la ministre qui a mis en place le dispositif des cafés de l'IA avec la volonté justement de cette éducation populaire que 2 millions de Français soient formés à l'intelligence artificielle. Mais il y a d'autres leviers pour démocratiser la maîtrise technique, philosophique, politique, intellectuelle de l'intelligence artificielle pour favoriser cette appropriation citoyenne. Il y a aussi des dispositifs de type réserve citoyenne, c'est-à-dire qu'on mobilise aussi des citoyens pour concevoir le numérique avec eux, pour concevoir des outils avec eux et pour réussir justement à éviter les faux besoins, parce que c'est un peu ce qu'on évoquait, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs privés qui viennent voir les acteurs publics en disant « Nous, on a la solution magique pour résoudre tous vos problèmes organisationnels, managériaux, budgétaires, environnementaux. » Et justement, la question, c'est comment on arrive à peser face à ces acteurs privés, et pas que d'un point de vue investissement public, même si ça va être bien évidemment important, mais aussi à résister intellectuellement et politiquement par rapport à ce qui nous est posé, parce que cette question de la norme et de l'éthique, elle pose la question de la normalité et des usages majoritaires qu'on va faire de l'intelligence artificielle. Et là, j'en terminerai là, c'est qu'il y a quand même un sujet générationnel, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que globalement, il y a 80% qui nous disent de répondants qui nous disent qu'ils préfèrent avoir accès à un humain en service public plutôt qu'à une intelligence artificielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, c'est plutôt rassurant quand on voit ça. Le problème, c'est que quand on regarde les réponses en fonction des tranches d'âge, on voit que les jeunes sont beaucoup plus favorables à l'utilisation de l'IA parce que eux, ils ont ces outils depuis des années, ils ont grandi avec ça, et donc finalement, ça va aussi formaliser leur rapport au monde, leur rapport aux institutions, à eux-mêmes, aux autres, à l'environnement, et donc c'est pour ça aussi qu'il est important de l'adresser politiquement, et qu'on a aussi des leviers, l'économie des communs, les outils souverains. Aujourd'hui, il y a des outils souverains qui sont développés dans les administrations, il y a CHAP, il y a Albert, donc on a la capacité à faire, mais encore faut-il effectivement qu'il y ait de la volonté politique pour faire. Merci Émilie. Alors on va prendre 3 interventions et puis après on conclura. Tu me dis ? Ah, donc je vais prendre au pif, hein, madame. Enfin, homme-femme, voilà. Et puis après, allez-y. L'un puis l'autre. Oui. Vous passez le micro et. Bonjour, merci beaucoup pour toute cette partie du débat. Je trouve que c'est passionnant, mais moi je voulais poser une question qui est peut-être un petit peu moins importante, je sais pas, dans les usages de l'IA, mais qu'on n'a pas abordé. Donc moi je suis enseignante et vraiment les questions autour de l'éducation et de l'usage de l'intelligence artificielle, je pense que, en tout cas pour beaucoup d'enseignants, je pense que ça nous fait très peur, et parce que bon, il y a des usages possibles de l'IA, mais dans l'accessibilité totale pour les élèves et pour les étudiants de cet outil de l'intelligence artificielle qui peut faire tout à leur place dans le domaine éducatif, moi j'ai l'impression que est en train de naître une fracture un peu inverse que la fracture numérique. C'est que le fait de se sentir capable de réfléchir par soi-même, de rédiger par soi-même une lettre, un devoir, etc., en fait, ça devient presque un privilège pour les personnes dotées d'un certain capital culturel et tout ça, parce que c'est tellement tentant, il y a tellement l'illusion avec ChatGPT que que ChatGPT va mieux écrire la lettre de motivation, va mieux rédiger la lettre, le devoir, etc., qu'en fait l'élève ou l'étudiant, mais peut-être aussi nous bientôt, ne se sent pas capable de faire aussi bien. Et en fait, je trouve que c'est un usage. Moi, je trouve ça désolant parce que je me dis qu'en fait, ça crée une fracture dans le rapport à l'écrit inverse de la fracture numérique. C'est le fait de se sentir capable, en fait, que de faire soi-même, et que et je trouve que c'est quelque chose que aussi qui se joue dans l'intelligence artificielle. Oui, moi j'ai une petite remarque, j'ai l'impression qu'il y a parfois des injonctions contradictoires quand on aborde cette question de l'IA, parce que j'ai quand même du mal à m'imaginer, je sais pas si une autre IA est possible, ok. Une IA de gauche, et écolo, je suis pas sûr. J'imagine pas une IA qui n'a pas recours à des travailleurs du clic, qui soit écolo parce que ça consomme plus au final, et qui ne recourt pas à des rapports qui n'aggrave pas les rapports de domination nord-sud. On peut imaginer néanmoins, mais en même temps, c'est compliqué d'imaginer une situation où on interdit totalement le recours à l'IA. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, je pense que n'importe quel jeune de 16 ans
dans sa chambre, il peut contourner facilement les barrières qui peuvent être mises par un gouvernement national, par exemple. Donc ça, c'est un truc. Donc en gros, on peut pas l'interdire. Donc est-ce qu'il faut essayer de le réguler le mieux possible? Donc si on peut pas, voilà. Donc la question de la régulation, imaginons, je sais pas, que demain il y a une dissolution de l'Assemblée, ça peut arriver, et que il y a le NFP qui gagne, ça peut arriver aussi. Je crois qu'on le souhaite tous ici, et que on se dit, on fait quoi du coup par rapport aux IA? Qu'est-ce que fait ce gouvernement? Est-ce qu'il propose justement un protectionnisme radical? On dit, maintenant on n'utilise plus d'IA. Je pense que ça peut être assez compliqué et c'est pas forcément souhaitable dans l'absolu. Mais juste la question de régulation, ok. Mais juste si on n'a pas notre propre, si on développe pas notre propre IA, ça veut dire qu'il faut avoir recours aux IA des autres. Et les IA des autres sont contrôlés par qui? Ils sont contrôlés par la Silicon Valley d'un côté, par des technofascistes en puissance ou actuels, et la Chine de l'autre. Donc ça pose une vraie question, c'est-à-dire la maîtrise pour pouvoir justement penser un autre IA, ou moins pire, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas aussi développer un IA qui soit contrôlé par la force publique et pour ça, le financer d'une manière ou d'une autre le développement? Voilà, c'est une question que je pose très concrète. Qu'est-ce qu'on ferait si on gagne demain ce qu'on souhaite tous et tous? Alors, je donne le dernier, voilà. Et puis après... Merci déjà pour aborder ce sujet qui est si important. On en parle tous les jours. Il y a un aspect qu'on n'a pas forcément échangé sur la conséquence sur les emplois. L'IA, je pense, ça touche des professions qui n'étaient pas forcément touchées par la révolution industrielle, par la robotique. Moi, je vois dans mon entourage professionnel, ça va impacter dans les métiers du conseil, les juristes, la RH, la compta, les développeurs, les traducteurs, les gens qui font du doublage, les dessinateurs, donc énormément d'emplois. Donc on se demande aussi, de gauche, on essaie d'anticiper, on tend vers un futur désirable. Je suis à génération, donc c'est normal que je dis ces mots-là. Mais se dire, effectivement, d'anticiper quelle est la transition, la formation, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là, parce qu'elles vont perdre leur emploi. Parce que moi, je ne pense pas personnellement qu'il y aurait une création serait supérieure à la destruction. Il y a des prompteurs, effectivement, il y aura des mythes qui vont arriver, mais ça compensera pas tout ce manque, ces pertes d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on fera de ces personnes-là? Merci de poser la question du travail. Comme tu as été très bref, et je te remercie, je rajoute une question et après je laisserai la parole. Pour conclure, à mes camarades, sachant que je voulais aussi quand même excuser, parce qu'on devait avoir à cette table ronde quelqu'un de la société des auteurs, puisqu'il y a quand même la question, on parle du travail, de la propriété intellectuelle, donc on a moins abordé que si elle avait été là. Elle a eu un problème personnel et je tiens à l'excuser parce que sa présence aurait été aussi intéressante. Malheureusement, ça n'a pu aller au bout. Bonjour, merci. Déjà, je suis plutôt agréablement surpris de vos prises de parole, puisque je vois que c'est un peu plus réfléchi que j'aurais cru. On a passé le test, mesdames. Non, mais c'est vrai. C'est un mec, toi, en fait, non? Ouais. Ah non, c'est pas une histoire de genre, c'est peut-être plus des a priori que oui, une députée va vous lire ses notes et pas vraiment avoir tout compris. Mais apparemment, vous avez plus compris que j'aurais cru. Voilà. Non, c'est vrai. Un ou une députée. Ouais. La question, et on verra. Non, bon. Disons que j'ai du mal à comprendre vraiment. Je suis un peu confus sur ce que vous voulez dire vraiment. Pourquoi faire une séance sur une IA de gauche? C'est-à-dire, est-ce qu'on se place dans ce que je juge, moi, une dystopie où, de toute façon, il va y avoir une IA, donc, qu'est-ce qu'on fait? Une sorte d'expérience de pensée, notamment Madame Émilie, je sais pas son nom, qui parlait de ça, de comment on envisage utiliser une IA plus de gauche, mais de l'autre côté, on voit bien que tous les impacts écologiques, Madame de droite, je sais pas son nom non plus, non, mais... Madame de droite et de gauche. Bordel. Par contre, il faut être bref parce que je suis désolée. Je vais être plus rapide. Donc oui, il y a beaucoup d'impacts écologiques, mais aussi même en tant que tel, ontologiquement, une IA nous enlève une puissance de penser et d'agir. C'est un peu ce qui a dit par l'éthique, par Monsieur Rabat ou autre chose, etc. Que Madame dans l'éducation a dit aussi que une fois qu'on se remet à un outil qui va faire pour nous, on va perdre en puissance. Et pour moi, c'est donc une dystopie dans laquelle on va pas
être désirable. Donc pourquoi penser une IA de gauche pour un truc qui n'est pas désirable? Est-ce que c'est une expérience de pensée pour, de toute façon, on n'aura pas le choix parce qu'en effet, les crises géopolitiques font que c'est nous, c'est les autres, donc c'est nous, ou est-ce que c'était vraiment une vision que vous avez? Oui, c'est possible de faire une IA de gauche? Je sais pas. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette excellente question. J'aurais pas attendu ça, hein, franchement. Donc, je vais passer la parole à mes trois intervenantes pour conclure et en vous remerciant beaucoup et en vous souhaitant une bonne suite et fin de cette journée commune rassemblée à gauche. Émilie. Oui, alors la question de la désirabilité, elle est intéressante parce que nous, on peut dire a priori, ce qui est désirable, c'est de pas utiliser l'intelligence artificielle. Sauf que visiblement, tout le monde ne partage pas cette approche-là, et aujourd'hui, elle est quand même utilisée de plus en plus massivement. Et on a vu avec l'arrivée notamment de ChatGPT, il y a eu des usages massifs parce que l'usage précède le politique. Et donc la question, c'est qu'est-ce que le politique veut prendre comme place par rapport à ces usages-là? On voit que c'est un sujet complexe, émergent, qui nécessite du débat et donc de la doctrine à gauche, c'est-à-dire effectivement, si la gauche demain revient au pouvoir, quelle est sa vision de l'utilisation de l'intelligence artificielle au service d'un projet de société? Donc c'est très bien qu'on puisse avoir ce type de débat-là. Est-ce qu'il faut interdire? Pas interdire. Il faut interdire certains usages, certains outils, et c'est déjà le cas. Il y a des outils, il y a des usages qui sont interdits par la norme. Ça peut être aussi par l'éthique, c'est-à-dire des chartes dont on se dote. Mais ce qu'on a vu, par exemple, dans des administrations où on a dit on interdit l'utilisation de ChatGPT, c'est qu'en fait, il y a eu ce qu'on appelait des usages fantômes, du shadow AI, c'est-à-dire les gens ont quand même utilisé l'IA et ont fait fuiter des données publiques. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Donc la régulation, on voit qu'elle est extrêmement compliquée. Mais la puissance publique, elle a des moyens. Déjà, elle a des moyens financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les milliards qu'on donne à des acteurs privés à but lucratif, on pourrait tout à fait déplacer cette dépense publique, la mutualiser et la mettre vers des outils souverains, français, européens, avec des données basées en France, en Europe, avec des algorithmes qui sont bien évidemment maîtrisés par la puissance publique. Et on peut aussi faire en sorte d'inciter ou d'obliger les acteurs publics à utiliser des logiciels libres. Et donc là, c'est la question de la puissance citoyenne et de la reprise en main démocratique autour de ces outils-là, de ces usages et du projet de société qu'il y a derrière. Donc on a des leviers, bien évidemment, et moi je pense qu'une IA de gauche est possible et qu'elle est même indispensable. Merci beaucoup, Émilie. Daniel. Après, il y a des secteurs où on n'est pas obligé. Hein. Donc, par exemple, je donne un exemple. Dans la Direction générale des finances publiques, hein, ils ont le gouvernement a déployé l'IA. Et en fait, vous aviez déjà une baisse de 27% des effectifs depuis 2008. Et avec l'IA, il y a eu par ailleurs des grosses erreurs énormes. Il y a un truc super drôle, une anecdote que j'aime bien dire, c'est qu'à un moment donné, ils ont fait le contrôle des piscines pour voir mieux taxer ces riches qui ont des piscines. Et en fait, l'IA détectait tout ce qui était bleu. Et donc, il y a eu plein de places PMR qui sont pris des relevés fiscaux. Bon, ça c'est pas possible en fait. Une place PMR ne peut pas payer comme une piscine. Bon, ça c'est drôle. Mais néanmoins, il y a eu 50. Ce que disent les syndicats solidaires et CGT, c'est que 52% des contrôles d'entreprises ont été imposés par l'IA. C'est-à-dire que la direction de la DGFiP a dit, il y a 50% des contrôles, ça sera pas fait par vous les agents, mais par l'IA. Et malgré cela, en fait, ces 52% de contrôles par l'IA n'ont été à l'origine que de seulement 13,6% des mises en recouvrement des droits et pénalités. Donc il y a une vraie question démocratique. Quel est l'intérêt ? Moi, je préfère qu'on se passe de l'IA à la DGFiP, qu'on fasse confiance à nos agents, qu'on recrute bien plus d'agents. Ça permet de lutter contre le chômage, ça permet d'être plus efficace et plus démocratique dans le contrôle fiscal. Et en plus, c'est moins coûteux au final, parce que tout le système d'IA sur la DGFiP, avec un projet qui s'appelait Pilate, pour améliorer la productivité des contrôles fiscaux, il avait un coût initial qui était prévu à 36 millions d'euros et et qui finalement a explosé à 123 millions d'euros en 2023. Donc arrêtons cette logique-là aussi, voilà. Et donc non, on n'a pas besoin de donner une aide aux enseignants par l'IA pour préparer leurs cours. Par contre, on a besoin de former en physique, en présentiel, les enseignants à faire un travail qui est comme on développe l'esprit critique
des nouvelles générations d'élèves sur le rapport à l'IA, aux réseaux sociaux qui sont bien souvent antisociaux, et travailler à cela. Voilà. Donc, il y a plein d'autres démarches possibles, mais vraiment, le public, le libre arbitre, l'associatif, le collectif citoyen, et à chaque fois, si ça répond à un besoin. Sinon, eh bien, on arrête de gaspiller nos CO2. Ça ne sert strictement à rien pour la planète de courir à travers une grosse IA générative générale. Merci beaucoup, Laurence. Non, mais je vais poursuivre, Daniel, c'est-à-dire, on a vu ici, qu'il y a une IA vue par la gauche, c'est une IA qui est critique, qui est débattable, discutable, et donc, il y a bien une IA de gauche, c'est celle qu'on vient de discuter, performer tous ensemble. Donc, ça a montré le besoin surtout d'assembler, le besoin de débat, le besoin d'enquête, le besoin de multiplier les expériences, les expérimentations, et donc d'en faire justement un sujet de débat et pas une boîte noire perpétuellement reconduite. Donc oui, il y a une IA de gauche et on l'a, je pense, représentée parce qu'on a abordé l'IA par justement des problématiques de gauche. Voilà, merci à vous alors. Merci pour ces mots de conclusion. Merci encore pour votre participation.